Ultra Trailkante. Ultra Trailkante. J'ai moins de 40 ans. Allez, bonjour à toutes et à tous, le podcast numéro 351. Et cette fois-ci, c'est sérieux, nous arrivons à J-45. Bon, déjà, personne ne faisait de J-30 à part moi. Et là, je vous fais un J-45, c'est-à-dire que j'étais déjà très éloigné de la concurrence. Et hop, je suis encore un peu plus éloigné de la concurrence. Et encore, ça c'est uniquement le podcast du mercredi, tout le reste évidemment est largement au-dessus. J-45, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors il va être un peu différent parce que des J-30 on en a fait beaucoup, d'ailleurs je vous en ai remasterisé 2 avec l'aide d'un DJ voilà, un peu professionnel du son pour les 2 dernières fois. Le J-90 du marathon du Mont Blanc et de l'UT... attendez, 3 ans carré, je sais plus. Non, marathon du Mont Blanc. 90 du marathon du Mont Blanc et le UTMB 2018 qui était très très beau également, c'était le premier, c'était magnifique. Et surtout, je l'abordais avec de graves problèmes physiques. Bref, ce petit J-45, alors il va changer... Donc le programme c'est très simple, tous les mardis, donc nous serons sur la partie privée de mon site internet, hein. tous les mardis nous aurons le programme de la semaine, alors en plus ça tombe très très bien puisque la semaine prochaine j'ai plutôt repos lundi mardi, donc largement le temps de présenter la semaine le mardi. Comme on présente la semaine le mardi, le dimanche on fait le bilan, voilà, et ça en fait... ça va être sympa. Je vais voir comment ça se passe. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il y a suffisamment de contenu ? Est-ce qu'on peut réagir, rebondir, poser des questions ? Parce que... je bois un café hors de prix. En même temps, je me sens un peu Gérard Larcher ce matin. Parce que... un jour, je vais appuyer sur un bouton et je ne travaillerai plus. Quel délice. Et ce jour-là, je pense que... je créerai du contenu un petit peu carnet de bord du professionnel, des trucs comme ça. Alors, c'est des trucs qui n'existent pas aujourd'hui, alors qu'on a déjà des professionnels. Donc, ils pourraient faire plein de choses, mais ils font rien. Et le vendredi, on aura un point, un matos, ravito, etc. Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce vendredi ? Alors, attendez. Je prends mon carnet. Putain. Ah oui, voilà, ce sera la présentation du travail effectué. Jusque-là, parce que la J-45, on arrive dans une phase un peu spécifique, même si on a déjà un petit peu démarré avant, parce qu'en fait on va pas juste faire 2 semaines spécifiques, c'est ridicule, on va bosser, voilà, on a bossé correctement. Et ce mercredi, écoutez, comme tous les autres mercredis, donc là on est sur le podcast un peu plus public, et nous allons répondre à des questions de patriotes par rapport à cette course, l'Ultra Trail du Chianti, et on commence aujourd'hui avec une question. Alors c'est Julien qui me l'a posé, mais bon Julien, j'ai plusieurs patriotes qui s'appellent Julien, donc voilà, le mail n'était pas très explicatif. Bref, la question c'était pourquoi faire cet ultra trail du Chianti. Alors en fait c'était une assez ancienne question, et du coup à l'époque les présences de Kylian Jornet et de Vincent Bouillard notamment, on pourra passer en revue la liste des favoris un peu plus tard, n'était pas annoncé. Donc c'est vrai, on se disait tiens, l'ultra trail du Chianti, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ça, une course assez jeune, on pouvait se questionner sur pourquoi aller faire ça. Donc je vais y répondre maintenant tout de suite. Avant cela, nous avons le petit point informatif, l'actu du Cal qui est toujours palpitante, passionnante, d'une semaine à l'autre. C'est complètement incroyable tout ce qui se passe en l'espace de 7 jours à chaque fois. Je remercie mon fournisseur de cocaïne, grâce à qui j'arrive à accomplir tous ces travaux toute la journée. Donc, les casquettes françaises ont été reçues. Donc, ça y est, elles sont dans mes mains. J'ai pu les tripoter, voilà. On en a vendu 6 pour l'instant. Et
c'est des casquettes qui sont exactement comme je le souhaitais, c'est-à-dire beaucoup plus petites, fines, puisque même cette année, donc cet été, on avait fait faire des casquettes par l'entreprise Edict à Annecy. Elles étaient très belles, très solides. Oui, bah Jean, fais la sieste, tu sortiras dans 5 minutes. Et... Il fait chier, putain. Et... Mais elle restait un peu chaude, pas très très respirante. Et du coup là, bah voilà, c'est vraiment des casquettes estivales, des casquettes d'été. Juste simplement, voilà, couper un peu les ondes du soleil, se protéger la tête, mais vraiment quand vous l'avez sur la tête, c'est très très fin, très très doux. Voilà, des belles coutures faites par un atelier français, etc. Donc tout est là. Tout est là, alors que certains pensaient que c'était impossible. Et bien voilà, écoutez, elles sont maintenant miennes. Alors le prix est de 45€, évidemment, ça peut paraître un peu élevé. Je vais détailler, il faut... Putain, j'ai pas eu le temps de creuser là avec le J-45. Il faut que je vous liste toutes les étapes, qui touche quoi en fait sur une vente de casquettes. Et vous allez voir que beaucoup de gens prennent beaucoup de choses. Et qu'à la fin, bien évidemment, il ne me reste pas du tout 45€. Très loin de là, vous pouvez diviser par 5-6. Mais, il faut même peut-être plus d'ailleurs. Il faut que je prenne le temps, parce qu'en fait, tous les impôts ne s'appliquent pas au même moment, ni sur la même somme. Ce qui fait que c'est assez compliqué à calculer. Voilà, on est en France, hein, bien sûr. On peut pas faire un truc simple, genre, vous avez gagné combien cette année ? Eh ben allez, paf, on prend 10%. Voilà, terminé. Aucune taxe, juste à la fin de l'année. Bonjour monsieur, combien vous avez gagné ? Ah, 45 000€, eh ben on prend 10%, 45 000. Voilà, au revoir. Non, il y en a 50 000 autres. Parce qu'en fait, pour ne pas augmenter... Allez, on se lance. Pour ne pas augmenter l'impôt classique, entre guillemets, l'État français va se servir du fait qu'il dirige un peuple de cons et va ajouter des impôts qui sont transitoires, voilà. Mais à chaque fois qu'un truc transitoire arrive, il ne part jamais. Voilà, la CSG, elle est arrivée, alors c'était en quelle année ? 80, 81 ? Attendez. Apparition de la CSG. Ah non, 1991. Voilà, donc cet impôt... cotisation. Et il était censé être temporaire. Bon, en 2025, il est toujours là. D'ailleurs, il ne cesse d'augmenter. Ça, c'est drôle, ça. Bref. Et là, nouvel impôt, nouvelle hausse. Donc, pour celles et ceux qui doivent payer une cotisation sociale, l'URSSAF, quand vous êtes entrepreneur, donc ça touche à peu près à n'importe qui, petit et gros. Vous étiez à peu près à 23, là vous êtes à 24,5, et l'an prochain vous serez à 26%. Voilà, une hausse lissée sur 3 ans. Donc évidemment, ensuite, on va rester au plafond 26, et à un moment donné, il faudra plus d'argent, et donc on montera encore cette imposition de l'URSSAF. Pourquoi pas là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un plafond pour l'entrepreneur. Alors attendez, je reprends mon petit document de l'an dernier, parce que c'est des choses qu'on surveille quand on travaille. Il est là. Donc quand vous aviez une micro-entreprise, vous aviez le droit de faire 36 800€ de chiffre d'affaires, et au-delà, vous étiez dans une zone tampon entre 36 800 et 39 100. Si vous y restiez que 1 an, vous aviez le droit de pas payer la TVA si vous redescendiez l'année d'après. Mais si vous dépassiez 39 100, voilà, il n'y avait rien à dire, paf, vous passiez en TVA. Et la TVA, ça peut être un problème comme ça peut ne pas être un problème. En général, toutes les personnes qui créent une micro-entreprise sans TVA, c'est parce que ce sont des gens qui exercent une activité dans laquelle on a très peu besoin d'acheter du matériel, et on oriente ses ventes ou ses prestations à des particuliers ou des associations qui sont considérées comme des particuliers. C'est-à-dire que une association, c'est comme un particulier, elle ne peut pas récupérer de la TVA. Donc elle la paye. Le particulier le paye également. Vous allez... attendez, je vais faire les courses là. Ah merde, non, j'ai pas le ticket. Mais
quand vous achetez quelque chose en tant que particulier, bah voilà, vous avez le prix hors taxe, hop, 20%, et puis vous avez le prix TTC, toute taxe comprise. Et là, on abaisse le plafond de TVA, donc moi je vous parle de prestations de services, hein, pour les ventes c'était plus haut, mais on abaisse le plafond de TVA, c'est-à-dire qu'au lieu que le seuil soit à 36 800, on vous dit, bah maintenant c'est 25 000. Ah bon, d'accord. Parce que bah, l'État français a sans doute besoin d'augmenter ses recettes, donc voilà, ça propose ça va rapporter à l'État français 400 millions d'euros, pourquoi pas. Et c'est tout à fait entendable dans un pays qui va mal de faire des efforts pour renflouer les caisses, voilà, remettre le bateau à flot et repartir. Pourquoi pas, c'est entendable, même si on peut débattre, voilà, c'est à cause de qui qu'on en est arrivé là, tiens, est-ce que ce serait pas à cause de certains hommes politiques, pourquoi ils sont pas pendus? On va pas en débattre, on va se dire, voilà, ok, le pays va mal, d'accord, tout le monde doit participer, ok, donc bon là, les riches, on leur a mis des trucs, voilà, et ça va taxer, l'entrepreneur, voilà, ça va taxer, etc., bon, les pauvres, on peut pas les taxer parce que bah, c'est la définition d'un pauvre, il a pas de sous, ok, pourquoi pas, alors après on peut discuter, voilà, réduction d'aide sociale, s'il y a 500 euros de RSA, on pourrait leur faire participer à hauteur de 5 euros, tu vois. Au lieu de toucher 500 euros, tu touches 495. Mais bon, bref, admettons, c'est quand même des gens qui sont pas très aisés, donc voilà, c'est peut-être pas très bien. Mais, ce qui est dérangeant quand prenons le cas de quelqu'un qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, en travaillant avec des associations. Tiens, au hasard, un speaker. Et cette personne-là, vous lui dites de faire des efforts. Alors évidemment, ça le fait chier, mais il aime son pays, voilà, il trouve que c'est joli, il dit bon bah allez, on se retrousse les manches, tant pis, voilà, ça va me coûter à peu près 1500 euros par an, mais bon voilà, je fais un effort. Et en fait, le gros problème, le très très gros problème, c'est que les gens qui te disent ça, eux n'en font pas. Mais ils en font aucun. Est-ce que le président de la République a proposé de baisser son salaire, ne serait-ce que de 2%? Non. Est-ce qu'un député a proposé de baisser son salaire ou ses aides? Oui, parce qu'ils ont des aides en plus d'un salaire de 7 000 euros. Non. Est-ce qu'on a proposé de réduire le nombre de députés? Non. Le nombre de ministères? Non. Le nombre de conseillers, cabinets, machin, truc, il faudrait que je regarde un peu tout ce bordel. Non plus, donc toute la machine étatique ne fait aucun effort. Enfin, si, elle a fait un effort, elle a coupé les aides aux mairies, au monde sportif, voilà. Mais ceux qui n'en branlent pas une dans Paris, eux, y a pas de problème. Est-ce que Gérard Larcher achète des sièges à 40 000 euros dans un pays qui est en crise? Oui. Là, tu te dis, mais attends, tu prends la parole pour nous dire que ça va pas et qu'il faut qu'on te donne plus d'argent et t'achètes un siège à 40 000 euros. Mais c'est comme quand t'éduques un enfant, il va au ciné, puis bon, ouais, c'est vrai que bon, allez, il a bien mérité, tu lui payes son ciné. Puis lui il revient, il fait ah bah ouais, mais il faut aussi me payer le McDo après le ciné. Puis bah finalement j'ai rencontré une fille, voilà, il va falloir me payer, je sais pas, l'essence de la voiture pour la ramener. Et tu te dis mais attends, mais ça va jamais s'arrêter quoi. Pourquoi tu veux pas aller travailler, Romain là, hein? Donc c'est pénible parce que le mec ne fait aucun effort. C'est-à-dire que tu dois donner de l'argent à des gens qui le dépensent sans compter, ils en ont rien à foutre. Et du coup, ils le dépensent de plus en plus, donc tu dois leur donner de plus en plus. Et du coup, tu te dis, mais ça va pas. Et évidemment, certains vont me dire, à juste titre, ouais, c'est pas parce que le président de la République va baisser son salaire de 2% que ça va changer quoi que ce soit. Oui, bien sûr, ça ne va régler aucun problème économique. Mais, imaginez, le mec qui prend la parole, comme ça à 20h, il dit, voilà, écoutez... on souffre de plusieurs années de mauvaise gestion, donc le dernier bilan de la France à l'équilibre, c'est en 1974, hein, ça fait quand même peur, c'était quand même 51 ans. On souffre de plusieurs années, voilà, très mauvaises. Écoutez, j'ai un plan, on va redresser la barre parce qu'on va faire ça et ça. Et regardez, je vous demande un effort, bah écoutez, moi aussi, voilà, je baisse mon salaire de 10%. Voilà, donc comme vous, je fais un effort. Et là, tu le regardes et tu te dis, bah ouais, bah ok, c'est vrai, d'accord. Il m'a expliqué pourquoi ça allait mal, il m'a expliqué ce qu'il allait faire pour changer la situation.
Du coup, je suis d'accord pour lui donner de l'argent parce que je vois que ça va être utilisé à bon escient et qu'on va se sortir de ce mauvais pas. Et en plus, lui-même me montre que, bah voilà, il est capable lui aussi de faire un effort, de faire un petit sacrifice. Et là, tu dis oui. Mais là, tu as la même personne qui te dit, bon, on vous prend plus. Ouais, d'accord, mais en fait, vu que vous continuez à faire exactement la même chose qu'avant, ça ne va pas marcher. Oh putain. Mais en plus, quand tu y réfléchis, tu comprends que c'est impossible. Mais bon. Et le problème du coup de donner cette TVA, c'est quand vous travaillez avec des particuliers ou des associations, votre client va payer cette TVA. Ce qui fait que vous avez deux options. Option 1, la payer à sa place, donc vous diminuez votre chiffre d'affaires de 20%, c'est quand même, ça tape un peu. Et option 2, vous lui faites payer la TVA. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire payer la TVA à son client ? Je prends un exemple. Je pars animer un ultra trail qui se déroule sur un jour et demi, donc je pars le vendredi soir, il y a des départs très tôt le samedi matin, toute la journée du samedi, un petit peu la journée du dimanche, je rentre chez moi le dimanche soir. Admettons que je facture ça, voilà, les frais de route sont pas très élevés, machin, je le facture 1000 euros. Eh bien, quand je le facture 1000 euros, l'État français me prend 200 euros pour la TVA. D'accord ? Ah putain, oui, non. Donc, je facture 1000 euros, on me dit, bah écoutez, maintenant vous passez la TVA, l'État français m'en prend 200. Donc j'ai plus que 800 au lieu de 1000. Et après, on rajoute l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, etc. Du coup, vous dites, bah attendez, je vais faire payer la TVA à mon client. Et là, vous allez me dire, ah ouais, du coup, au lieu de faire payer 1000 euros, tu vas faire payer 1200 euros à ton client. Déjà, vous comprenez rapidement que le client est pas content. Et que, du coup, il va éventuellement se diriger vers quelqu'un qui ne paye pas la TVA, quelqu'un qui fait des plus petits chiffres d'affaires que vous. Et en plus, vous pouvez pas dire 1200. Parce que vous faites 1200, vous retirez 20%, il reste 960, il reste pas 1000. Parce que les pourcentages ne fonctionnent pas pareil dans un sens et dans l'autre. Ça, vous le sauriez si vous aviez écouté en cours de maths au collège. Donc vous êtes obligé de facturer... Putain, 1245 euros. Attendez, 1244 plutôt. 1250 euros. Je suis con. 1250 euros en fait. Et là, vous enlevez 20%, vous retombez à 1000 euros. Donc votre client avait l'habitude de payer 1000 euros. Et là, vous lui dites, bah en fait, c'est 1250 maintenant. À votre avis, comment réagit le client ? Je vous laisse réfléchir. D'accord ? Évidemment, vous travaillez avec un professionnel, c'est pas grave, parce que le professionnel se sert de son achat pour récupérer de la TVA, donc à ce moment-là, vous pouvez lui demander ce que vous voulez en TVA, c'est pas très grave. Mais dès lors que votre client final n'est pas assujetti à la TVA, un particulier, une association, eh ben, vous l'avez dans le cul. Et comme tous ceux qui ont des micro-entreprises, généralement ont ça parce qu'ils en ont rien à foutre de la TVA vu qu'ils bossent avec des petites structures, des assos, des particuliers, cette décision les baise énormément. J'avais mis une petite story Instagram, vous avez tout un tas de métiers touchés, hein, le photographe, le sonorisateur, éventuellement quelques chronométreurs qui font pas forcément ça à temps plein. Coiffeur à domicile. Coiffeur à domicile, ça existe. Infirmière à domicile, je sais pas, il y a peut-être un régime spécial, mais voilà, il y a tout un tas de petits artisans, de petites structures comme ça, qui vivotaient autour des 30 000 balles de CA par an, et qui se font niquer. Alors, là où c'est encore plus horrible, parce qu'attendez, on n'a pas fini dans l'horreur, là où c'est encore plus horrible, c'est que c'est actif maintenant. Alors c'est même pire que ça. C'est rétroactif. Donc ça veut dire, on est le 5 février là. Ça veut dire que toutes les factures que tu as faites en janvier se font ponctionner de la TVA. Donc en janvier, ton chiffre d'affaires a perdu 20%, parce que en aucun cas tu as pu négocier avec un client pour lui demander des 20% supplémentaires. Donc déjà, t'as perdu 20% sur janvier. Wouh ! Merci. Et le gouvernement étant composé de gens qui ne travaillent pas, ils ne sont pas au courant de cela, mais quand tu es au mois de février, tous tes devis jusqu'à juillet sont signés, quoi, plus ou moins. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assois sur 20% jusqu'à juillet, 20% de chiffre d'affaires sur la moitié de l'année, ça commence à faire chier, tu vois. Ou tu rappelles tes clients en disant, bah écoutez, en fait maintenant je suis assujetti à la TVA, donc Vous voyez un peu la violence du truc ?
En fait, ce qui aurait été un petit peu plus intelligent, c'est de dire on va le faire pour 2026. Du coup, toi, t'as le temps de t'organiser, toute l'année tu vois tes clients, tu leur dis, regardez, le gouvernement a publié ça, l'an prochain, attention, j'aurai de la TVA, voilà, 20%, comment on fait, où est-ce que vous allez trouver le financement, patati patata. Tu peux avoir un dialogue avec le client. Là, il n'y a pas de dialogue, ça s'applique maintenant, tiens, c'est même rétroactif, allez hop, janvier, on se sert, voilà, prenez hop, je vais prendre 20%, merci. Il y a rien qui va, en fait. Il y a rien qui va. Et encore une fois, pourquoi pas? Parce que ces gens-là sont forcément méchants, mais parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas. Donc, qui savent pas, en fait. Ce que je viens de vous dire, c'est inconnu pour eux. Mais bon, les gens arriveront toujours à se débrouiller, mais voilà, c'est une décision stupide de plus. Tout ça pour toucher 400 millions d'euros, ce qui représente par exemple 10% du fonctionnement de l'ADEME à l'année, donc bon, peut-être on aurait pu réduire quelques postes là-bas. Non. Mais bon, voilà, petite explication pour la TVA, parce qu'en fait vous êtes vraiment nombreux à ne pas du tout savoir ce que c'est, à ne pas savoir comment ça fonctionne, et à penser que c'est un impôt qui n'est pas grave du tout. Si, c'est très très grave, enfin très grave. Si, c'est un impôt qui va réellement prélever l'argent dans les poches de certaines personnes. Est-ce que ça va être l'entrepreneur ou est-ce que ça va être le client final? Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre une bite dans le cul. Et ça, quand on n'y est pas préparé, c'est pénible. Voilà. Bon, sinon, plus cool. Mes t-shirts vont bientôt passer dans l'atelier, donc le patron est validé, j'attends la date, c'est long. C'est long, et j'en ai besoin de ces t-shirts. Voilà, puisque, chers patriotes, si vous êtes inscrits au club FFA, les crosses vous sont gratuits. Le championnat de France de 10 km et de semi-marathon vous est gratuit. Donc vous ne payez pas avec la licence. La seule chose que vous payez éventuellement, c'est le championnat de France de trail running. Là, c'est payant. Mais sinon, on a 2 personnes. On en a un deuxième là, au 10 km de route, pardon. Et l'inscription est gratuite. Voilà, nous l'avons réalisé gratuitement au sein du club. Donc c'est intéressant. Ça économise, je sais pas, ça doit être 15 balles. Hein. Ah putain, c'est 20 €, 10 km. Allez, j'avais 2-3 autres trucs. J'ai un patriote belge qui était un peu déçu. Le code promo Sunto ne fonctionnait pas. Alors normalement, j'ai rajouté un onglet pour les Belges. Voilà, et il faut bien utiliser mon lien. C'est un lien d'affiliation. Ce qui veut dire qu'en cliquant sur mon lien Sunto, c'est le bouton, il est là. Sur mon site pour les abonnés, bien sûr, les autres vous payerez le plein tarif, ça vous apprendra. En utilisant ce lien d'affiliation, en fait, je suis répertorié dans leur base. Et si je suis l'athlète qui vend plus que les autres, eh bien ils vont progressivement virer les autres et garder votre duc. Donc voilà, c'est intéressant. J'ai ajouté aussi sur mon site internet un petit onglet mécénat dans l'actu du duc, puisque voilà, nous avons 3 entreprises qui soutiennent le duché à travers des actions concrètes, et je vous les ai détaillées sur l'onglet mécénat. Ce n'est pas simplement un don d'argent, pas du tout, il y a à chaque fois un projet derrière. J'ai pas tout rédigé je crois, mais voilà, vous pouvez avoir une idée aussi là-dessus, et c'est très intéressant. Et si certains ont d'autres idées, bien entendu, tout est à étudier, j'ai des idées pour tout et tout le temps. Voilà. Alors revenons un petit peu maintenant à notre podcast, j'allais dire quotidien, mais non, il y en a 4 sur 7 dans la semaine. Revenons à notre J-45 et à cette question, un petit peu pourquoi l'ultra trail du Chianti. Alors, la première raison, qui ne va pas complètement définir l'ultra trail du Chianti, mais pourquoi je cours c'est samedi 22 mars. La première raison, c'est la date. La date me convient très très bien. Pourquoi elle me convient très très bien ? Puisque j'ai une activité d'animateur sur les courses qui est très présente en septembre, octobre, un petit peu novembre, mais début décembre, voilà, il y a encore 2 gros événements animés, très durs.
Donc la fin d'année est peu propice à la course, en compétition. Et en hiver, vous voyez, en janvier, il y a eu le trail blanc de Mout, il y a eu la nuit blanche du Pilat, le trail blanc du Semnoz, une petite demi-journée en ski de fond. Donc des petites choses qui se réalisent à la demi-journée et qui sont quasiment pas fatigantes. Là, c'est ridicule. Donc je suis très bien à partir du 15 décembre jusqu'à fin mars avec le trail de la Cité de Pierre. Je suis en très bonne condition pour pouvoir m'entraîner, récupérer. Voilà, je travaille mais majoritairement chez moi, majoritairement sur ordinateur. Les déplacements sont peu nombreux et il n'y a quasiment aucune nuit qui est coupée ou presque. Donc vous avez 3 mois et demi de réel développement sans bâton dans les roues. Et donc c'est absolument idéal pour avoir un objectif sportif à l'issue de ces 3 mois et demi. Voilà. Donc la date. Et ça c'est important. Souvent, vous êtes un peu bête et vous voulez faire une course sans faire attention à la date. La date est très importante puisqu'il faut qu'elle colle avec votre style de vie, avec votre emploi du temps. C'est très très important. Elle peut coller avec votre emploi du temps pour 2 points. Point numéro 1, c'est il faut qu'en amont vous ayez suffisamment de temps pour vous entraîner. Et il faut que le jour J, vous ayez une semaine pas trop dure. D'accord ? Et donc vous pouvez choisir une bonne date pour votre course. Alors après, deuxième point, c'est le choix international. Pourquoi le trail du Chianti ? Pourquoi le trail du Chianti ? Eh bien, c'est avec ces 2 tickets pour la Western States. Donc j'ai appris ça en septembre, je crois, et je me suis dit 2 tickets pour la Western States en Europe. C'est extrêmement rare, c'est peut-être la seule d'ailleurs. Il y aura forcément du monde. Donc le côté international m'a attiré. Je suis allé à la Transgran Canaria en 2017, mais j'avais une infection à un pied. En 2018, mais je m'étais fracturé la rotule 3 mois avant. En 2019 et 2022, je l'ai couru parce que la Transgran Canaria était jusqu'à présent la seule course quasiment de rentrée, fin février, début mars. Et aujourd'hui, avec cet ultra trail du Chianti, il y a une petite concurrence. J'aurais pu aussi aller, du coup c'est la semaine d'après le Chianti, à l'UTMB Tenerife. Mais voilà, mon choix s'est porté sur le Chianti. Alors pourquoi ? On va détailler avec les autres raisons. Je vous en ai déjà donné 2. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des raisons, ça raye les courses. Et à la fin, on tombe sur l'ultra trail du Chianti. J'ai fait le choix par rapport au fait que la course appartienne au circuit by UTMB. Donc une course qui appartient au circuit by UTMB, ça permet de se qualifier à l'UTMB 2026, puisque nous sommes en 2025. Normalement, il n'y avait pas de... Attendez, il y a un problème. Normalement, il n'y avait pas... Ah, j'ai éteint l'écran. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah si, ça continue d'enregistrer. Normalement, il n'y avait pas de course possible en 2025. Si vous n'étiez pas qualifié en 2024 pour 2025, vous n'aviez pas le droit de passer à l'UTMB. Il y a eu des petites dérogations. On a vu Tom Evans, voilà, début janvier, faire une course UTMB pour se qualifier. Bon, il y a toujours un peu des dérogations, ok. Même s'il y en a de moins en moins, il y en a toujours un peu. Et pour moi, c'est dérangeant. Il faut mettre le holà aux coureurs de haut niveau qui pensent que tout leur est dû, tout leur est autorisé, tout est permis. Vous êtes professionnel, vous avez des droits, bien sûr, mais vous avez aussi des devoirs. Et force est de constater que côté devoir, on n'est pas très bon chez les trailers professionnels. On aime encaisser l'argent sur le compte bancaire, mais quand il s'agit de le mériter, là, c'est plus dur. Oui, mais il est très fort. Ah ouais, super, merci, d'accord, mais avec son attitude... Bref. Donc ouais, troisième point, qui écartait du coup la Transgran Canaria, c'est-à-dire que je voulais courir sur une course by UTMB. Comme ça, je me qualifie pour 2026 et après, voilà, vous êtes tranquille toute l'année, vous n'avez pas besoin de planifier quelque chose, un petit peu à la Mormoilzob, vous êtes peinard. Voilà, et donc pour se qualifier, on est sur un format 100 miles. Il faut que je termine la course
dans un temps relativement rapide pour obtenir une cotation, un index UTMB au-dessus de 760. Ce qui normalement ne poserait pas trop de problème, puisque l'an dernier au Lavaredo, j'avais eu 807 en faisant une course en demi-teinte. Quatrième raison qui écarte du coup l'UTMB Tenerife, c'est le fait de ne pas prendre l'avion, puisque j'ai une conscience écologique comparé à certains qui vous disent qu'ils ont une conscience écologique, mais quand vous regardez, ils prennent l'avion 10 fois par an. J'exagère à peine, Dakota Jones, il y a au moins 8 vols l'an passé. Et à côté de ça, il dirige, je sais pas quelle association ou entreprise pour l'écologie. Voilà. Mais Dakota Jones, c'est un petit peu comme Gérard Larcher, la privation, non. Par contre, voilà, avoir une belle image, etc. Se faire saucer auprès de ses pairs, là oui, il y a du monde. Mais derrière, refuser de quitter son pays pour aller courir, ce qui globalement n'apporte rien au schmilblick, là il y a personne. Alors, n'étant pas un écologiste radical, je reprendrai l'avion un jour, hein, c'est sûr et certain. Voilà, cependant, depuis le temps que je le dis, je n'ai toujours pas pris, donc le dernier avion remonte à la Transgran Canaria 2022, il y a 3 ans, et avant cela, ça remonte à l'Ultra Trail Cape Town en 2019. Que 3 ans... Ouais, 3 ans, hein, encore avant. Voilà, c'est toujours intéressant de noter les gens qui ont un... Parce que moi je n'ai pas spécialement de discours écolo, voilà, j'essaie d'en faire un petit peu. Et vous avez des gens qui vous tartinent sans arrêt, oui ceci, oui cela, puis 2 semaines après ils prennent l'avion pour faire un truc, et ils vous expliquent que c'était capital, qu'ils pouvaient absolument pas faire sans. Ah bon, d'accord, c'est intéressant, donc moi je dois faire, mais pas toi. Critère numéro 5, pardon, c'est un choix concernant mon sponsor Altra. Un sponsor qui un jour pourrait m'encourager à prendre l'avion pour aller faire une autre course. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. En discutant avec eux, je leur donne mon programme de l'année, ils m'ont dit ok, c'est super. D'accord. Alors, pourquoi Altra trouve ça intéressant, l'Ultra Trail du Chianti? Là, vous allez peut-être pas forcément avoir l'information, donc je vais vous la donner. Étant donné que je suis sympathique et pédagogue, c'est que les bureaux, on va dire de tout ce qui s'appelle Altra Europe, les bureaux sont localisés à Stabio, d'accord ? Vous avez un bâtiment VF International qui va regrouper Vans, The North Face, d'autres marques un peu, voilà, d'habits, etc. Rapa Nuri, là, je sais pas quoi. Et Altra. Donc ce sont des gens qui sont localisés en Suisse, mais Stabio est en fait la ville juste après la frontière italienne au-dessus de Milan. Donc c'est quand même énormément des Italiens qui y travaillent. Et donc, forcément, si vous allez courir en Italie, ça les excite. Parce que les employés étant italiens, ils ont de la famille un peu dans toute l'Italie, hein. C'est comme en France, voilà, vous grandissez dans une ville, vous faites vos études, paf, vous allez travailler à Lyon, à Grenoble, à Paris, à Bordeaux, nana. Bah là-bas c'est un peu pareil. Et du coup, ça leur parle la Toscane, ça leur parle le domaine viticole Chianti, l'appellation, c'est des choses qui leur parlent. Et en fait, comme c'est assez central, puisque chez Altra Europe, on va dire qu'on a des athlètes, ouais, un peu tout autour de l'Italie, ça va pas chercher très loin, on a des Italiens, on a Daniel Jung, on a Robert Heinal, qui est plus ou moins en Roumanie, je sais pas s'il y est tout le temps, Camillien, il est en Italie, Aubin, il est en Suisse, moi je suis en France, on a un Anglais, normalement il cherchait un Anglais, un Allemand, je sais pas où ça en est cette histoire, on a une autre fille qui est... Putain, j'ai oublié, polonaise je crois, ah j'ai un doute, bref. Et du coup il a été arrêté que le Chianti allait servir à la fois de compétition internationale pour la majorité du Team Europe. Il y en a un ou deux qui vont pas courir. Mais l'intérêt est de faire une semaine tous ensemble. Donc j'arrive le mercredi et je repars le mardi, je crois. Ça fait 6 jours. Pour le jeudi récupérer le dossard, tous ensemble, faire un petit footing, quelques photos dynamiques pendant le footing. Le vendredi, faire des photos, préparation de sac, portrait, machin, tu sais, toutes les photos un peu pour l'année.
Ils ont loué un logement très joli, exprès pour faire des photos autour, etc., etc. Donc tout a été organisé. Le samedi, les courses. Le dimanche, il y en a peut-être qui courent sur le marathon. Oui, il y a au moins Camélia ou sur le 20 bornes. Il y a éventuellement des employés de la boîte qui vont aussi faire le 20 bornes. Donc c'est l'occasion aussi d'encourager. Et l'après-midi, voilà, célébration, s'il y a eu des podiums ou pas, etc. Et le lundi, photo et interview. Le mardi matin aussi. Et puis après, tout le monde rentre chez soi. Et comme ça, le contenu a été fait pour, on va dire, la moitié de l'année jusqu'à UTMB, quoi. Donc vous voyez, c'est malin. C'est malin. C'est-à-dire qu'on profite d'une destination pas trop loin pour l'ensemble du team, pour dire au team, bah écoutez les gars, venez. Comme on parle du team Altra Europe, on parle de personnes qui ont reçu une enveloppe financière, donc quand on leur demande de venir, ils viennent. Ou on les vire. Et... Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Et du coup, on n'embête pas trop l'athlète, on le laisse faire sa compétition, et en même temps, on en profite de manière harmonieuse pour faire tout un tas de contenu photo-vidéo qui va servir tout au long de l'année. Donc, ce choix, entre guillemets, voilà, facilitant, hein, parce que du coup, bah évidemment, il te paye le logement, hein. Pas te dire, bah on a loué ça, c'est hors de prix, ah bah tiens, ça va vous coûter la moitié de votre prime. Non, non. Du coup, t'as le logement, voilà, t'as juste à payer tes frais de route, transport, voilà, certains viennent en train. Moi, je sais que je viens avec mon superbe break, je récupère justement les gens à la gare. Voilà. Et le dernier point... Ah non, attendez. Parce que le fait d'avoir fait de cette course un rassemblement, d'avoir vu que c'est une course internationale, eh bien, Altra nous a mis un petit prize money sur la course. C'est-à-dire que l'Ultra Trail du Chianti ne propose pas de prize money. Vous appelez Michel, vous gagnez l'Ultra Trail du Chianti, vous touchez 0€ par l'organisation. Mais si vous vous appelez Michel et que vous êtes dans l'équipe Altra, vous avez un prize money pour l'Ultra Trail du Chianti qui va jusqu'au 10e, je crois. Attendez, je vérifie sur ma petite grille de prix. Parce qu'on a plusieurs courses comme ça qui sont listées dans l'année. Bon, il n'y en a pas 50 non plus. Sponsor, le contrat, voilà, 120 000 €, ouais, c'est un beau contrat, non, je déconne. Alors, Chianti fait partie de ce qu'ils appellent les A Race, parce qu'après on a la catégorie B Race, et effectivement on va récompenser jusqu'au 10e avec un petit prize money, qui servira à rembourser les frais de route, mais c'est toujours mieux que 0. Et oui, parce que vous avez des gens qui se plaignent tout le temps. On est toujours content. Voilà. Il n'y a que à l'UTMB où ils ont fait un prize money qui allait jusqu'au 15e. Sinon, toutes les autres courses, c'est jusqu'au 10e. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que sur les courses B, où ils ont mis un prize money qui est très peu conséquent, hein, et ben, vous avez un facteur de... une multiplication par 1,5 ou 2 par exemple, si le podium dépasse un certain UTMB index. Ça veut dire que si le niveau est vraiment très élevé, on vous revoit le prize money à la hausse. J'ai trouvé ça très malin, très bien fait. Bref, tout ça pour vous dire que le choix Altra, donc en 5e critère, très important. Et vous allez me dire, mais Hugo, tout ce que tu nous as dit, c'est possible pour d'autres courses. Enfin, alors non, du coup, il n'y a pas le critère Altra, mais par exemple, vous faites un trail du Ventoux, c'est très relevé. Bon, international, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est très relevé parce qu'on a les meilleurs Français. Donc finalement, vu que les meilleurs Français sont bons à l'international, bah, c'est un peu kiff-kiff bourrico. Oui, il y a d'autres courses, bien sûr, très relevées, en début d'année, évidemment, vous avez raison. Mais je vise l'Ultra Trail. Et donc ça coupe court à la très belle épreuve, voilà, organisé par Serge, le Trail du Ventoux. Moi, je me spécialise plutôt sur longue distance, donc 125 km et 5350 mètres de dénivelé pour cet ultra trail du Chianti. Voilà donc les 6 critères qui m'ont fait choisir ce trail pour mon premier objectif de 2025. Voilà. Alors sinon, comme on est sur un podcast un petit peu quotidien, je vais passer aux news du jour, rapide. Voilà, donc aujourd'hui on était mercredi, on était sur une journée un petit peu de récupération, puisqu'il n'y a pas de course à pied. Vous allez voir dimanche, quand on fera le résumé de la semaine, pourquoi.
Mais aujourd'hui, le cycle musculation hein, qui a lieu tous les mercredis matins, et je rajoute une séance le samedi ou le dimanche. Donc nous avons terminé la semaine dernière le cycle numéro 2, et cette semaine nous passons au cycle numéro 3. C'est une semaine de transition, ce qui veut dire que sur ma deuxième séance, je ferai quelque chose de très cool à la maison, et la séance que j'ai fait avec l'entraîneur, le préparateur physique, puisque mon entraîneur chef est Patrick Binger, et mon préparateur physique qui me fait la musculation est Mathieu Sûr. Après on a aussi un petit peu Théo Robin de Cap Prévention pour tout ce qui est un petit peu bobologie on va dire, et réhabilitation. D'ailleurs j'irai peut-être le voir ce soir, parce que j'ai un pied là, ça tire un peu dans certains mouvements, et c'est complètement bizarre, parce que je n'ai pas mal en courant, ce qui est très étrange. Bref. Nous passons au cycle 3, donc aujourd'hui j'ai profité ce matin d'être avec le préparateur physique pour voir les différents mouvements que nous allons faire pendant ce cycle 3 et les réaliser, bien évidemment sans y aller comme un cochon, puisqu'on était là pour répéter ou apprendre les mouvements. Et les semaines d'après par contre, bon là ça va tirer... Voilà, ça va être d'une violence inouïe hein, évidemment, et vous vous doutez bien que le cycle 3, en se rapprochant de la compétition, on va commencer à bondir un petit peu partout. Ce n'est pas le même cycle de musculation qu'on a réalisé en décembre. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est facile, vous n'aviez qu'à être abonné à mon site internet qui est absolument génial, et vous auriez eu le 24 janvier un article d'une dizaine de pages qui résumait ces 3 cycles de musculation, pourquoi, quand, comment, etc. Voilà. D'ailleurs je devrais tous vous doubler votre abonnement tellement la qualité est exceptionnelle. Non, je plaisante, comme vous êtes suffisamment nombreux à être au rendez-vous, je vous en remercie, et je n'ai pas besoin de vous demander plus. Juste ceux qui se sont pas réinscrits depuis Patreon, si vous pouviez y penser s'il vous plaît, parce que comme on a la TVA maintenant, je serais très content si vous reveniez tous. Bref, derrière voilà, quelques courses on s'en tape, le repas, voilà, c'est un classique, je y reviendrai sans doute pendant le J-45, mais pour l'instant on n'est absolument pas sur de la restriction alimentaire, on se force même un petit peu à manger. Parfois c'est vrai que je ne sors pas du tout de table en ayant faim, toujours le ventre bien rempli en ce moment. Voilà. Merde, j'ai accroché le câble. Merde, j'ai mis où ? Ah voilà. Le podcast voilà, qui est à réaliser, hein, ça se fait pas tout seul, hein, vous en avez pour 2 heures quand même, le temps de préparer et de faire. Et encore, ça c'est parce que je suis efficace. Et quelle récup avant demain, écoutez, je ne sais pas trop, le coach a proposé 2 heures de vélo cet après-midi, donc il a écrit une aérobie facile. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'en gros, vous sortez votre vélo dehors, vous faites le tour qui vous plaît, vallonné, pas vallonné, etc. Mais à aucun moment vous devez faire des sprints de dingue, à aucun moment vous n'allez monter un col au seuil, voilà, vous allez rester dans une endurance un petit peu douce, après vous pouvez accélérer un peu, mais vous n'allez pas tirer des cartouches, puisque quand je regarde la suite de la semaine, voilà, ça donne pas trop envie de faire le zouave cet après-midi. Par contre, comme on habite en vallée, vous avez le plafond nuageux qui doit être à 700-800 mètres hein, pour voir le soleil, donc on l'a dans le cul pour faire du vélo en plaine, et on verra si ça se lève ou pas. Sinon le home trainer est là aussi, en regardant des belles vidéos YouTube, ça va être idéal. Voilà, puisque je n'ai pas très envie de retomber malade. C'est quand même très con de faire du vélo sous la grisaille alors que vous avez un home trainer, surtout quand la séance c'est voilà, juste un petit peu d'aérobie, juste un petit peu de dépense physique sans trop forcer. Au lieu de faire 2 heures en extérieur, vous faites 2 fois 50 minutes sur le home trainer, une fois à 14h, une fois à 18h, c'est réglé. Bref, voilà, nous verrons cela demain. Y aura-t-il quelques massages, auto-massages, ce soir ? Oui, c'est sans doute possible. Utilisera-t-on les bottes de pressothérapie ? Voilà, tout un tas d'artifices que je me garde. C'est vrai que ce soir, étant donné qu'on sort d'une journée un petit peu récup, et que demain on va sur un entraînement qui va être un peu long mais pas forcément très intense, on peut insister sur le massage. Voilà, par exemple, au lieu de prendre des demi-temps, prendre des temps complets sur quoi ? Sur le livre. Le livre Savoir s'étirer, bande de nazes, il est complètement incompréhensible que vous ne l'ayez pas tous encore. Livre de Christophe Cario, voilà, écoutez, je l'ai acheté en 2015, il me sert toujours en étant 2025. C'est-à-dire que le truc m'a coûté 25€ et vous le divisez par 10, ça fait qu'il m'a coûté 2,5€ par an. Voilà, je vous laisse là-dessus et
rendez-vous pour nos patriotes, rendez-vous ce vendredi, donc ce sera J-43, et nous parlerons de tout ce qui a été fait avant, puisque l'intérêt du J-45, c'est de passer justement le bloc final tous ensemble avec vous, puisque quand on démarrait le J-30 pour l'UTMB, c'est vrai qu'il restait à peine 10 jours de kiff, on va dire, et après on était sur de la récup, donc ça vous est chié. Donc là, J-45, vous êtes parti pour 3-4 semaines là, de charges violentes, avec bien sûr du repos. Mais on devrait largement plus s'amuser, et comme jusque-là, on n'a pas non plus trop fait de la flûte, vendredi, ça devrait être assez intéressant. Vous aurez bien sûr un petit document récapitulatif avec, que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur, pour vous y replonger plus tard, où il y aura les chiffres voilà, qui seront écrits, même si je les ressortirai à l'oral. Et bien sûr, au revoir. C'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi. Ainsi une offrande de que tu feras.